Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bienvenue dans Changer la norme, un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Chez Care News, nous croyons que l'économie sociale et solidaire est la norme de demain. Nous croyons en l'impact, nous croyons qu'il est possible de développer des projets respectueux de l'humain et de l'environnement et qui soient pérennes. La preuve, ce média est une entreprise solidaire d'utilité sociale et permet depuis 6 ans à des acteurs engagés de prendre la parole et à des lecteurs tout aussi engagés d'avoir les clés en main pour agir. Nous avons toujours eu une approche pragmatique. Nous croyons que ces acteurs, et plus particulièrement les entrepreneurs sociaux, ne sont ni des bisounours ni Gandhi. Ce sont des entrepreneurs différents, mais pareils. Et nous sommes persuadés que pour changer la norme, il faut se parler normalement. La norme, ça devrait être la parité et l'égalité des chances. C'est ce pourquoi lutte Atina Marmora, la fondatrice de Révèle, une association qui lutte contre le triple déterminisme qui touche les jeunes femmes issues de milieux modestes et qui leur propose des programmes d'aide à l'orientation innovants. Comment Atina a-t-elle eu l'idée de ces programmes ? Comment elle s'est lancée de zéro, mais avec un entourage qui l'a beaucoup soutenue dans l'entrepreneuriat social ? Comment elle finance ces programmes et désormais leur essaimage ? Pendant une vingtaine de minutes, et lors d'une rencontre qui a eu lieu un 8 mars, il n'y a pas de hasard, j'ai pu interroger Atina et je suis heureuse de vous partager notre conversation et son énergie communicative. Bonjour Atina. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Oui, très bien. Bon, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans Changer la norme. Ça fait un moment que je voulais te tendre mon micro. En plus, on est le 8 mars. Complètement, ça et tombe on bien. va parler de Révèle. Les planètes sont alignées. Alors, Atina, tu es la fondatrice de Révèle, qui est dans le top 50. Yes. Donc voilà, c'est vraiment... On est très fiers. Maintenant, on est très très content que vous soyez topiste, comme on dit, parce que j'aime pas dire lauréat. Donc on a trouvé topiste. Révèle, c'est une asso qui a 7 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ce que fait Révèle ? En une phrase ? Une seule. En une phrase, on accompagne les jeunes filles de milieux modestes à se reconnecter à leurs rêves pour ouvrir les champs des possibles et construire une trajectoire qui leur ressemble et dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir pleinement. Une phrase, je sais pas faire. Donc, dans Changer la norme, on détricote les structures de l'économie sociale et solidaire. Et bien sûr, ce que j'aime bien faire, c'est revenir au début. Donc, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies l'envie, l'ambition de créer Révèle ? Ouais. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Je pense à la base déjà... Moi, je suis une jeune femme de milieu modeste, donc j'ai eu cette chance de grandir dans une famille avec un père féministe qui m'a toujours poussée à aller loin, à dépasser les stéréotypes de genre. Il avait sa phrase qui me disait tout le temps, c'est « Ma fille, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, tu feras ce que tu voudras et surtout ne dépends jamais de personne ». Donc j'ai un peu grandi avec ce leitmotiv-là. Et autour de moi, je voyais bien... mes parents ont émigré en France. Ils sont tous les deux originaires de Tunisie. Et donc, mon père s'est construit en France. Il a fait ses études en élevant 4 enfants. Et donc, il y avait cette valeur travail. Et je voyais bien que autour de moi, les cousines ne bénéficiaient pas des mêmes conditions, en fait. Et très tôt, arrêtaient les études. Et je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'en fonction de ton environnement, des parents que tu as, des opportunités que tu as, tu n'as pas accès aux mêmes chances, en fait. Et tu n'évolues pas de la même manière. Donc il y avait déjà ce truc-là qui était ancré. Et ensuite, moi j'ai fait une école de commerce parce que j'ai voulu faire plaisir à papa et il rêvait d'avoir une fille qui soit working girl, qui prenne des avions avec une mallette, etc. Et un tailleur. Voilà, et un tailleur. Donc c'était son rêve et du coup, j'ai un peu fait plaisir à papa et après avoir travaillé pendant 10 ans dans des grandes entreprises,
dans le marketing, dans le commercial, je me suis un petit peu passionnée sur les questions de pédagogie et d'accompagnement. J'ai découvert le secteur de l'ESS grâce à mon chéri et j'ai commencé à bosser chez Mosaïque RH, qui est aussi Saïd Amouche, un entrepreneur social assez connu dans le secteur. Donc j'étais chef de projet CV vidéo. Donc à l'époque, on sortait les CV vidéo. Et en travaillant avec les jeunes diplômés, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une problématique en amont de choix d'orientation. Et je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'on peut faire sur l'accompagnement, l'orientation des jeunes. Bref, tout ça m'a amené à me former en fait à la pédagogie, à l'accompagnement au projet professionnel. Et à la suite de Mosaïque, pendant 3 ans, j'ai été formatrice et j'intervenais dans les lycées sur l'orientation, la connaissance de soi. Et à chaque fois que je posais la question aux jeunes filles, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais le fameux top 3 des métiers. C'était secrétaire, assistante de direction et puéricultrice. Donc ça revenait à chaque fois. Et là, je me suis interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes filles choisissent toujours ces mêmes métiers? Et en creusant, en faisant un peu une petite étude terrain, en questionnant les professeurs, les jeunes filles, les associations de quartier, je me suis rendu compte que les jeunes filles faisaient des choix de métiers qui étaient tout simplement présents dans leur environnement social et familial. Et donc moi, j'ai intervenu essentiellement dans le 93. Et en plus de ça, ce que j'observais, c'est qu'en classe, les jeunes filles prenaient beaucoup moins la parole que les garçons, avaient des postures fermées et plein de stéréotypes sur les métiers. Ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pas pour les femmes. Une femme peut pas manager. Ce genre de phrases. Et là, j'ai dit, ok, est-ce qu'il y a un accompagnement qui prend en compte la question du genre dans le choix d'orientation? Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait pas grand-chose, qu'il y avait beaucoup de structures qui faisaient de l'accompagnement au choix d'orientation, de l'accompagnement à la scolarité, mais que cette question du genre et de l'orientation n'était pas traitée. Et c'est là où je me suis dit, tiens, on va créer un parcours entre filles pour justement déconstruire ces stéréotypes de genre, accompagner les jeunes filles à prendre confiance en elles et leur faire rencontrer des rôles modèles, donc des modèles féminines, de réussite féminine plurielle. Et réussite dans le sens, je fais un métier dans lequel je suis épanouie, parce que pour moi, c'est ça la réussite, pour permettre à ces jeunes filles d'ouvrir le champ des possibles et de faire vraiment des choix en connaissance de cause. Donc c'est de là qu'est né Révèle. Comment ça s'est passé au début? Parce que toi, tu avais un boulot, tu aurais pu créer un parcours au sein d'un programme. Pourquoi avoir fait le choix de monter une association indépendante? Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu as rallié tout de suite des gens à ta cause? Alors au départ, donc j'étais formatrice et donc je faisais ça à côté, c'est-à-dire que j'étais complètement bénévole. Je n'ai pas créé tout de suite l'association. Je me suis dit, je vais déjà tester mon idée, voir si ça répond à un vrai besoin. Donc j'ai créé un espèce de petit comité avec des personnes du secteur, notamment il y avait Bouchra Aliwat que tu dois connaître de la fondation KPMG, il y avait une enseignante. Bref, je me suis entourée de plusieurs personnes pour m'aider à monter ce projet. Et donc, je vais rencontrer 2-3 associations de quartier. Et là, je forme un groupe de 17 jeunes filles. Je crée la méthode. Donc, c'était 2 jours à l'époque, le parcours Révèle ton potentiel. Et je teste. Et là, en fait, à l'issue de ces 2 jours, il y a 2 jeunes filles 2 témoignages qui font que j'ai décidé de créer une association. Le premier, c'est Yasmina. Donc, à l'époque, elle avait 16 ans, elle habitait à la Courneuve et elle nous regarde en cercle de clôture. On aime beaucoup les cercles chez Révèle. Elle nous regarde, elle nous dit, moi, mon père est au chômage, mon frère est au chômage. Dans ma tête, ce qui m'attendait, c'était le chômage. Et là, je me rends compte au bout de 2 jours qu'en fait, non, que si je veux, je peux y arriver et que tout n'est pas écrit par avance, quoi. Ça, c'était le premier témoignage qui nous a toutes touchées. Et le deuxième, c'était une autre jeune fille qui nous regarde et qui nous dit « Mais pourquoi vous vous intéressez à nous ?» Et là, ça a été vraiment la goutte d'eau, en fait. Je me suis dit « Mais en fait, t'as 16 ans, quoi. T'as 16 ans, t'es l'avenir de la France et tu te poses la question de pourquoi on s'intéresse à toi. » Et en fait, j'ai eu de la colère, quand même. Et je me suis dit « Mais on peut pas ne rien faire. » Et c'est là où on a décidé de créer cette association. Et au départ, j'étais entourée de personnes qui croyaient en moi, en fait, qui avaient confiance en moi. Et petit à petit, j'ai rallié, mes premiers rôles modèles, c'est mes copines, quoi. Enfin, je suis pas partie chercher loin. Dans ton premier cercle. Dans mon premier cercle. Et ça a grossi petit à petit pour devenir l'association qui Révèle aujourd'hui avec une équipe de 15 personnes. Bon, alors, est-ce que tu peux revenir un peu en détail? Tu sais, moi, j'aime bien vraiment détailler les structures, parce que c'est important de parler des détails, des réussites et des échecs, des financements, pour que les gens comprennent que c'est possible aussi de créer des structures qui fonctionnent. Donc, au départ, t'es toute seule, t'es bénévole. Ensuite, tu décides de structurer les parcours en créant une association. Comment t'as trouvé tes premiers financements? Alors, le premier financement, c'est via l'ambassade des États-Unis, qui souhaitait soutenir un programme pour les filles. Donc, c'était un petit financement de 5 000 €. Mais ça m'a quand même permis d'avoir un petit peu de sous, notamment pour prendre en charge tout ce qui était outils de communication. Et ensuite, ce qui a vraiment fait la différence, c'est un prix que j'ai remporté. C'était le trophée EDF.
Et là, c'était assez drôle parce que c'était le début et la dame à l'époque qui s'occupait de ça était venue me voir et elle m'a dit mais il faut candidater. Et puis moi j'étais là, je fais mais non, mais on est tout petit. Elle dit mais allez-y, candidatez. Donc elle insiste et je me souviens très bien remplir. Elle t'a fait un mini parcours. C'est ça, elle m'a fait un mini parcours. Et je me souviens la veille, la deadline, en train de me dire bon allez vas-y, je tente le coup, j'y vais à remplir vraiment 10 minutes avant la deadline. Et puis là il se trouve que on remporte le trophée EDF. Et là c'était 30 000 €. Donc là ça a fait vraiment un vrai effet de levier. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recruté ma première collaboratrice à un poste de chargée de communication et des partenariats. Donc je me suis pas salariée moi, j'étais encore bénévole. Mais je me suis dit si je veux réussir, il faut que j'ai les moyens en fait. La base c'est quand même l'argent quoi. Sans argent c'est compliqué. Et donc j'ai créé ce poste et c'est ça qui a été l'effet de levier quoi au début. Et moi j'ai mis 2 ans avant de pouvoir me salarier. Et aujourd'hui vous ne dépendez que du mécénat ? Genre non. Des trophées, des choses comme ça? Alors, on a un modèle économique, je dirais 70% de financement privé, donc via du mécénat, mais aussi des donations. Les mécénats, c'est quand c'est des fondations, mais on travaille aussi beaucoup avec les services recrutement des entreprises qui ont des enjeux RH de sensibilisation sur des métiers où il n'y a pas assez de femmes, et également marketing sur les valeurs de Rével, notamment un partenariat dont on est assez fiers, c'est Adidas, avec qui on s'est associé à leur campagne pour sensibiliser les jeunes filles à la pratique du sport, puisqu'à partir de 14 ans, c'est en chute libre. Et puis des partenariats un peu innovants, comme là en ce moment avec BIC, où on a un groupe de jeunes filles qui ont créé une collection de stylos pour BIC à l'occasion du 8 mars. Donc voilà, c'est 5 jeunes filles qui avaient envie d'être graphistes et qui du coup ont été accompagnées par les équipes, par Rével et aussi par BIC, à faire des dessins et une collection Place aux femmes qui est actuellement disponible sur le site de BIC. Je fais ma petite pub. Et il y a 1 €. Et il y a 1 € qui est reversé à l'association. Donc voilà, ce type de un mélange de produits partage. Exactement. Et de programmes qui impliquent aussi les collaborateurs peut-être? Les collaborateurs et les jeunes filles de Rével. Parce que l'idée c'est quand même de continuer à créer des expériences dans lesquelles les jeunes filles vont continuer à prendre confiance en elles et à oser se dire que oui, un jour tu peux travailler chez BIC et être graphiste et créer des collections pour BIC, c'est aussi ta place quoi. Et après on a 30% de financement public puisque nous les jeunes filles on a 2 personnes qui vont dans les quartiers rencontrer les acteurs de terrain, donc à la fois les associations, les institutions, pour pouvoir trouver ces jeunes filles, puisque notre cible c'est les jeunes filles de milieux modestes, donc c'est pas un public qui est visible dans l'espace public, donc il y a tout un travail pour aller les identifier et les trouver, et donc du coup on répond aux appels à projets des contrats de ville, on est soutenu par la région, par la ville de Paris, par la direction régionale des droits des femmes. Enfin, voilà, on estime que le public doit investir sur ce sujet, donc c'est important d'avoir les deux. Un financement hybride? C'est ça. Donc ça, c'est comment tu as grandi financièrement et économiquement en développant des programmes sur mesure avec des entreprises. Donc elles y voient, si on parle des entreprises, un intérêt de recrutement, tu l'as dit, de marketing. Comment ça se passe quand tu veux grandir territorialement? Parce qu'à la base, c'est Île-de-France, Rével. Ouais. Mais maintenant, ça... Ouais. Tu commences à essaimer, je crois? Alors on a commencé à essaimer en Île-de-France parce que c'est déjà un essaimage. L'Île-de-France c'est quand même un territoire qui est assez vaste. Et donc au départ, on avait une promotion d'une 20aine de jeunes filles quand on a commencé par vacances scolaires. Parce que nous, nos programmes se déroulent pendant les vacances scolaires, donc en octobre, février et avril. Petit à petit, le nombre a augmenté. Les promos sont passés de promos de 20 à 35. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, on va pas pouvoir augmenter comme ça. Il va falloir qu'on duplique. Et donc, on a déjà dupliqué nos promotions en Île-de-France. Et donc, on est passé de 1 à 2 promos. Donc, soit de 20 à 80 jeunes filles accompagnées par vacances scolaires. Donc, on a déjà testé cette duplication pour pouvoir ensuite être mieux outillés pour aller sur Lyon, puisque on a lancé l'antenne de Lyon fin 2019. Et donc là, on est en phase d'apprentissage, en fait, parce que l'essaimage, ça vient de chercher sur la structuration, sur la question des rôles, la clarté des rôles. Quand t'as pas tout le monde en Île-de-France, c'est il faut que tu modélises tes process, il faut que tu modélises ta pédagogie, il faut que tu modélises ta manière de travailler, donc c'est très challengeant. Et si tu veux, sur un projet comme le nôtre, où on est sur une cible qui est quand même majoritairement mineure, tu as une responsabilité aussi, tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut recruter les bonnes personnes. Donc c'est tout un travail de modélisation qu'on a enclenché. Donc là, on a finalisé la modélisation, on est en train de finaliser la modélisation de notre approche pédagogique pour pouvoir former plus de coachs. Donc parce que nous, on a des coachs qui sont formés à la méthode, on a une 50aine de coachs. Et donc du coup, ce pool de coachs en Île-de-France, il faut qu'on ait le même à Lyon. Pareil pour les rôles modèles, on travaille avec les entreprises
et les collaboratrices des entreprises viennent chez Révèle pour être rôle modèle, pour entendre notamment les jeunes filles pitcher leurs projets le dernier jour du parcours Révèle, mais aussi pour accueillir des filles sur des journées Révèle-moi ta vie 2, là pareil, les process, il faut les écrire pour pouvoir les transmettre à l'équipe de Lyon. Donc on est là-dedans, on est en phase d'apprentissage, on réussit pas tout, on a des loupés et c'est ok en fait, parce qu'on est en phase d'expérimentation. Mais c'est vrai que l'ambition, là, pour Révèle, c'est vraiment donc déjà réussir cet essaimage à Lyon et continuer à développer notre présence en Île-de-France en étant plus ancré sur les territoires. On s'est rendu compte de ça aussi, qu'il fallait qu'on ait une présence sur les territoires. Donc, par exemple, là, on a deux personnes qui s'occupent de toute l'Île-de-France, mais on va régionaliser avec des postes de coordinateurs dans le 93, un dans le 92, pour être au plus près des territoires, au plus près des jeunes filles, mais aussi des parents et des institutions locales. C'est ma question qui suit, c'est comment ça se passe en amont? Parce que toi, tu étais formatrice, donc tu étais dans les collèges, les lycées, enfin, tu étais dans le circuit pédagogique. Comment ça se passe avec l'éducation nationale? Comment les jeunes filles, elles sont au courant qu'il y a des programmes? Est-ce que, du coup, c'est les parents parfois qui les poussent? Comment ça se passe? Alors on a au niveau du sourcing, si j'utilise des mots, marketing, on a 50% des jeunes filles qui viennent via nos partenaires prescripteurs. Donc les prescripteurs, c'est à la fois les lycées, les collèges, les référents jeunesse des villes, les centres d'action sociale, c'est toutes les structures dans lesquelles les jeunes filles peuvent venir. Donc ça, c'est à peu près 50% et on fait des actions de sensibilisation. C'est-à-dire que chaque année, on a 250 jeunes filles qui sont sensibilisées via des ateliers où on va parler de cette question de la confiance, des stéréotypes de genre. Et ensuite, on a à peu près, je dirais, 40% des jeunes filles qui viennent via des anciennes. Donc en fait, chez Révèle, on a quand tu as fait Révèle, tu deviens alumnae et on a des alumnae engagées, donc nos ambassadrices, qui vont en fait parler de Révèle à leurs copines, qui vont elles-mêmes aller dans les lycées dire est-ce que tu connais le programme Révèle, c'est pour toi. Enfin voilà, on a plus de 40% des jeunes filles qui viennent via nos alumnae, et puis on a à peu près 10% où c'est plus les réseaux sociaux, les mamans qui entendent parler de Révèle, voilà, ce genre de choses. Pour qu'on finisse du coup la boucle du sourcing via le financement, tu as quelques chiffres à nous donner sur l'impact que Révèle a sur la vie de ces jeunes femmes? Alors, il y a 3 types d'impacts. D'accord. D'abord, le regard que portent les jeunes filles sur elles-mêmes, en fait. Ça, c'est le premier impact. C'est-à-dire qu'une jeune fille, quand elle vient chez Révèle, elle change le regard qu'elle porte sur elle. Et ce changement-là, c'est-à-dire dépasser les phénomènes d'autocensure, prendre confiance en elle, avoir une meilleure estime d'elle-même. Je te donne un exemple concret. J'étais avec une maman en cérémonie de clôture et elle me dit, moi, le changement que j'ai vu chez ma fille, c'est que maintenant, elle se regarde dans la glace et elle prend soin d'elle. Elle me dit, mais j'ai jamais vu ma fille se regarder dans le miroir. Donc, c'est vraiment la question de quel regard je porte sur moi. Ça, c'est le premier niveau d'impact. Le deuxième niveau d'impact, c'est le regard que portent les jeunes filles sur le monde et sur les autres. En fait, quand elles prennent confiance en elles, elles se rendent compte qu'en fait, dans le monde, il y a plein de gens à rencontrer, il y a plein d'expériences à vivre et donc elles vont oser rentrer en contact avec l'autre. Donc ça passe par oser prendre son téléphone et appeler pour un stage. C'est des petits pas comme ça, mais qui font qu'elles vont faire des grands pas après. Donc c'est vraiment l'interaction avec les autres. On a beaucoup de jeunes filles qui s'engagent dans des associations après avoir fait Révèle. On a des jeunes filles, nous par exemple, on a à peu près un réseau de 200 alumnae engagés, donc qui viennent chez Révèle, soit pour être ambassadrice et parler dans leur lycée de Révèle, soit pour être chargée de logistique et nous aider sur les parcours, et qui font aussi de la communication, qui rédigent des articles, ce genre de choses. Et le troisième niveau d'impact, c'est sa projection dans l'avenir. C'est-à-dire que les jeunes filles prennent confiance en elles, prennent confiance dans le fait de rentrer en interaction avec les autres, et du coup s'ouvrent le champ des possibles en matière d'orientation et vont vers des trajectoires professionnelles qu'elles n'auraient jamais pensées en fait. Donc c'est vraiment plusieurs niveaux d'impact, et c'est vrai que ça, par exemple, avec les financeurs, parfois on a des financeurs qui nous disent oui, mais c'est quoi votre taux de retour à l'emploi, c'est quoi? Alors nous, on n'est pas dans un taux de retour à l'emploi, on n'est pas dans est-ce qu'elle a augmenté sa moyenne ou pas, on est vraiment sur le changement s'opère d'abord parce que tu vas opérer un changement intérieur. Et après, tout devient possible en fait. Après, en termes d'impact, c'est toujours plus difficile on est vraiment sur les notions d'empowerment en fait. Et en France, on a encore un peu de mal à voilà. Oui, d'ailleurs, on ne traduit pas. Donc comme non, voilà. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, par exemple, ta première promo avec le recul? Première promo, alors je me souviens pas de toutes les filles, puis tu sais, à l'époque, on n'avait pas le même suivi.
Mais en tout cas, je me souviens d'une jeune fille qui aujourd'hui est dans mon conseil d'administration, Sonia, qui va faire la magistrature, quoi. C'est pas parce qu'elle fait la magistrature, mais c'est tout le chemin parcouru. Je l'ai vu grandir, s'épanouir, entrer en relation avec des partenaires. Elle a pu partir à l'étranger grâce à la fondation KPMG qu'elle a rencontrée par Revel. Enfin, voilà, Revel, c'est aussi une ouverture sur un réseau pour ces jeunes filles qui est juste incroyable. Et après, elles s'en saisissent. Certaines s'en saisissent tout de suite. D'autres reviennent 2-3 ans après en disant « Ok, j'ai compris ce que m'a apporté Revel maintenant. Et du coup, maintenant, je veux revenir et je veux m'engager pour l'association. » Donc, le niveau d'impact, on le voit pas forcément tout de suite. Ça se fait dans le temps. Et Revel, c'est un peu une famille pour les filles dans laquelle elles savent qu'elles peuvent revenir quand elles veulent, quoi. Merci. En parlant de réseau et de famille, si tu veux bien, on va parler d'économie sociale et solidaire. Oui. Bon, en plus, comme on est le 8 mars, on va parler de parité, par exemple, enfin, un des sujets que j'aime particulièrement. Depuis 2013, est-ce que tu as vu les choses évoluer dans le grand réseau qui est l'économie sociale et solidaire ? Est-ce que tu vois poindre une nouvelle économie ? Est-ce que tu sens une différence entre les associations, les startups sociales hybrides ? Ce que je vois, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes entrepreneurs sociales. En tout cas, alors, on les voit, je dirais qu'on en parle de plus en plus plutôt, parce qu'elles étaient là. Mais sauf qu'elles n'étaient pas visibles. Et pas visibles pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a aussi cette question de, voilà, en tant que femme, comment tu valorises ton travail et comment tu te mets en avant. Parfois, on a tendance, en tout cas, moi je le sais, parfois tendance à minimiser les choses, à pas se vanter, alors que pour certains hommes, il n'y a aucun problème. Et nous, on attend de faire beaucoup avant de dire on a fait. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, je vois plus de femmes entrepreneurs sociales, je vois plus d'articles sur des femmes entrepreneurs sociales, mais je pense qu'on est encore très très loin de la parité dans le secteur de l'ESS. Et même en termes d'égalité de salaire aussi, je pense qu'on a les mêmes problématiques que dans le secteur privé. Donc il y a du progrès, mais il y a encore beaucoup à faire, quoi. Ça, c'est clair. En tout cas, dans l'ESS, les femmes sont beaucoup numéro 2. Voilà, donc c'est celles qui font opérationnel. Voilà, très opérationnel. Poliment, tu dis opérationnel, politiquement correct. C'est ça. Mais c'est souvent un qui décide, deux qui fait. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui, enfin, je pense que ça changerait quelque chose au secteur s'il y avait plus de femmes numéro 1 dans l'ESS. Même sur les questions de management, je dirais, de bien-être au travail. Je pense que fondamentalement, il y a du progrès. Oui, on est d'accord. Et surtout, je pense mais ça, tu peux en parler certainement dans les structures qui sont dans le care, dans l'accompagnement, que ça soit la santé ou là l'empowerment, où on décide que les accompagnatrices, les soignantes, celles qui prennent soin, enfin on décide, pas nous, mais souvent c'est attribué aux femmes et les rôles de finance, de management ou plus économistes, ça ne ferait pas plaisir à ton papa, mais sont souvent plus déterminés, enfin c'est déterminé masculin généralement. Oui, après, sans faire de généralité, bien évidemment, il y a aussi des hommes dans l'ESS qui font, enfin, je peux très bien parler, moi, un de mes rôles modèles aujourd'hui qui m'a accompagnée justement à faire que aujourd'hui, Revel a grandi aussi beaucoup. C'est un homme, c'est un partenaire de vie qui est aussi dans le secteur de l'ESS et qui m'a beaucoup poussée en fait à oser. Mais vas-y, mais si tu peux le faire. On me dit quand on te propose quelque chose et que ça te fait flipper, tu dis oui, c'est pas grave. Tu dis oui, tu verras après comment tu verras après comment tu vas gérer quoi. Et voilà, la personne dont je parle est assez connue dans le secteur de l'ESS. Oui, plutôt. Donc voilà, c'est Aymeric Marmora pour le citer. Et je pense que j'ai beaucoup appris à ses côtés en termes aussi de management. Enfin, voilà, donc il y a de tout dans l'ESS, comme partout. Non, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que comme le secteur est très lié aux soins et au prendre soin, c'est un peu comme la parité dans les hôpitaux, dans le corps enseignant. C'est une maîtresse, une infirmière et chez nous, c'est vrai que c'est une accompagnatrice et que quand tu vois la répartition des hommes et des femmes sur les postes de direction et stratégique, en fait, l'ESS a beaucoup de femmes, mais encore dans des métiers de soins et d'accompagnement, et c'est pas mal, c'est juste qu'elles peuvent tout faire et c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Oui, puis c'est le fameux plafond de verre, je pense qu'il est présent dans l'ESS. Et après, je pense que dans l'ESS, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des structures qui commencent à être visibles, etc. Mais en fait, il y a des centaines de structures associatives qui sont toutes petites, souvent portées par des femmes dans les quartiers qui font des choses extraordinaires et dont on n'entend jamais parler. Et je pense que ça vaudrait le coup de voir ces associations qui œuvrent en local, qui sont petites mais qui ont un impact de dingue dans leur ville. Il y a un vrai sujet
sujet là-dessus, mais sauf que ces structures-là, elles savent pas forcément communiquer, elles sont pas visibles, elles sont pas présentes au national, elles ont pas des chiffres d'impact de dingue, donc on les voit pas. Et c'est beaucoup de femmes, et je pense ce serait intéressant de s'y intéresser aussi. Je vais donner le message à ma rédaction. Écoute, on arrive aux questions finales. Est-ce que tu es prête ? Prête. Il faut répondre brièvement. Okay. Quelle est la raison d'être de Révèle ? Faire que chaque jeune fille, quel que soit son milieu social, son environnement, puisse rêver librement et devenir la femme qu'elle a envie d'être. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Alors aujourd'hui, j'en ai pas, mais si je dois en convaincre un, j'irai voir Macron. Vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints, comme on dit. Une taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? Là, au vu de la situation, avec les inégalités qui se creusent à cause de ce Covid, je pense qu'une taxe Covid, spéciale Covid, pour justement aider ceux qui pâtissent le plus de la crise, ce serait vraiment juste. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? Dis oui. Et tu réfléchiras après. Et la somme pour laquelle tu pourrais taire un scandale politique ? Aucune, c'est mort. Merci Atina. Je t'en prie, merci Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.